christianisme est en danger de mort dans les pays européens, occidentaux. C'est une évidence. D'ailleurs, vous voyez bien, les chrétiens sont redevenus une minorité dans nos pays, comme ils étaient dans les premiers siècles du christianisme. C'est inouï, ça. C'est la fin de 1500 ans d'histoire. Je veux simplement que les musulmans de France deviennent des Français de confession musulmane. Est-ce que vous comprenez la nuance ? Musulman de France, ça veut dire je suis en France, mais je vis comme un musulman et je ne me soumets pas à la psyché française. Et vous, ça voudrait dire quoi alors pour vous ? Français de confession musulmane, ça veut dire que je fais des accommodements, la fameuse expression accommodement raisonnable, je fais des accommodements avec l'âme de la France. Ça veut dire que ma religion, c'est pour la maison. Vous êtes raciste ou pas ? C'est grotesque. Voilà, c'est ça que... C'est grotesque. Je ne peux pas vous dire mieux. Le racisme, ça veut dire être partisan d'une hiérarchie des races. C'est ça le racisme. Moi, je veux simplement défendre le mode de vie des Français. Donc vous considérez qu'il n'y a pas vous voyez, c'est simple, de hiérarchie entre les races. Non, il n'y a pas de hiérarchie entre les races, non. Il y a des hiérarchies entre les civilisations. Et encore pour moi. Parce que moi, j'estime que la civilisation chrétienne, gréco-romaine, est supérieure aux autres, mais j'imagine que des Chinois peuvent considérer que leur civilisation confucéenne est supérieure à la nôtre. We're gonna take on the world. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles, une émission exceptionnelle ce jeudi soir. D'abord, merci d'être chaque semaine toujours plus nombreux à nous suivre, à vous abonner, à mettre des pouces levés. Merci également à tous ceux qui nous soutiennent sur Substack ou sur YouTube Membres. C'est uniquement grâce à vous qu'on peut vous proposer chaque semaine ces entretiens inédits. Alors, cette semaine, je le disais, un événement pour notre chaîne Les Incorrectibles à l'occasion de la sortie de son livre « La messe n'est pas dite » pour un sursaut judéo-chrétien aux éditions Fayard. Je reçois une personnalité dont les prises de position suscitent autant l'adhésion, il faut bien le dire, que parfois la controverse. Nous allons revenir avec lui sur une France traversée par des tensions multiples, insécurité, immigration, radicalisation, liberté d'expression, place de la religion, rôle des médias. Et j'en passe. Aucun sujet ne sera écarté. Nous parlerons aussi de sa vision pour le pays, de son avenir politique et des ambitions qu'il assume déjà pour 2027. Il est bien sûr président du parti Reconquête, vous l'avez reconnu. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette nouvelle invitation, toujours fidèle chaque année à peu près, à cette période aux Incorrectibles. Je suis un homme d'habitude, donc maintenant voilà. Vous avez gagné. Écoutez, je ne sais pas si on a gagné, mais en tout cas, les médias alternatifs sont en train de gagner. Parce qu'on le voit aussi bien au niveau de l'audience et du profil de l'audience en télé. Vous avez raison. Bon. Et on avait vu ça pendant la présidentielle américaine. Exactement, avec Donald Trump. Alors, Éric Zemmour, d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez fait un carton là récemment avec un débat sur LCI qui était pourtant diffusé en troisième partie de soirée, mais qui a fait quand même un score incroyable. Oui, c'était assez flatteur. C'est mon débat avec Glucksmann. Et apparemment, il s'est répandu un peu partout sur les réseaux sociaux. On a 1 million de vues ou un truc comme ça, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce débat ? Parce qu'en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que vous avez fait un coup. Bon. Oui, j'ai pas fait de coup. Tout le monde me dit que j'ai gagné ce débat, j'en suis ravi. J'ai pas fait de coup, vous savez. Pujadas, c'était limite sur la table. Pujadas m'a invité. Alors, je ne sais pas qui a eu l'idée de Pujadas ou de Glucksmann, mais les deux étaient d'accord. Donc moi, je n'ai pas fait de coup particulier. J'ai accepté une invitation à débattre. Vous savez que je refuse rarement des invitations à débattre. Je pense que la politique, c'est d'abord cela. On échange, on confronte des idées. Et puis après, le débat est parti et on a confronté deux visions de la France et du monde qui sont radicalement antagonistes. Bon, voilà. Et avec le recul, ce débat, vous en avez pensé quoi ? Ça vous a... disons que je trouve que Glucksmann est un des derniers représentants de la doxa des années 80 et que ce n'est pas l'incarnation la plus talentueuse. J'en ai connu de plus brillants et de plus pugnaces dans cette doxa-là. Bon, c'est peut-être l'époque qui veut ça, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir. Je le disais, vous avez sorti récemment chez Fayard donc ce dernier ouvrage, « La messe n'est pas dite » pour un sursaut judéo-chrétien. Tout d'abord, pourquoi vous avez écrit ce livre ?
j'allais dire l'occasion a fait le larron, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, parce que c'était au départ une revue américaine qui m'a proposé, vous savez, j'ai des contacts depuis mes séjours aux États-Unis pour l'investiture de Trump. J'ai des contacts avec les éditeurs, les journalistes, les revues, tout le milieu, toute la galaxie MAGA, qui d'ailleurs sont des gens très intéressants et souvent très sympathiques. Donc j'ai des relations avec eux. Et effectivement, mon livre Le suicide français va être traduit aux États-Unis. Et des revues américaines me demandent des articles pour elles. Et donc, une de ces revues m'a demandé un article sur le christianisme, comment peut-on sauver l'Europe et le christianisme, peut-on sauver le christianisme en Europe, vous voyez, ce thème-là. Et donc, j'ai écrit là-dessus, et très vite, je me suis rendu compte que j'allais dépasser le format imparti par la revue. Et bon, voilà, j'ai écrit. Et puis, j'ai parlé de ça à mon éditrice, j'allais dire historique, la pauvre, faut pas la vieillir, celle qui était chez Albin Michel, Lise Boel, et elle m'a dit, mais donne-moi le texte, ça m'intéresse. On a une nouvelle collection qui s'appelle Pensée libre, pour des textes un peu brefs et le plus synthétique possible. Et me voilà parti, j'ai continué à travailler dessus, parce que vous savez, je suis un perfectionniste, et donc j'ai écrit ce texte. Voilà les circonstances. Vous pouvez nous détailler le choix de ce titre ? Alors, le titre, La messe n'est pas dite, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire l'Europe est en voie massive de déchristianisation, est en voie d'islamisation. Si on continue comme ça, c'est l'histoire qui va s'écrire dans les 20 prochaines années. Un grand remplacement de religion dominante, avec le christianisme qui devient une religion de minorité et l'islam qui va devenir la religion de la majorité. Mais on sent bien qu'il y a des résistances, on sent bien qu'il y a des réveils, il y a des combats qui sont menés contre cette tendance inexorable. Et donc, la messe n'est pas dite. Je m'inscris dans la lignée de ces combats qui veulent arrêter cet inexorable. Moi, je pensais plutôt à la deuxième partie du titre. C'est quoi la judéo-chrétienté ? Ah, ça, c'est une autre question. D'abord, parce que j'ai beaucoup de controverses à ce sujet et beaucoup de confusion, je dirais, beaucoup d'incompréhension. Pourtant, les gens qui m'attaquent sur ce sujet ne me lisent pas, parce que j'explique longuement d'abord ce que ça n'est pas. Je ne dis pas que la France est judéo-chrétienne. Je dis que la France est chrétienne et même catholique. Et que le catholicisme a fait une espèce de synthèse entre la révélation juive, le prophétisme juif, avec la pensée grecque et avec le droit romain et l'ordre romain. Donc je ne dis pas non plus que la France n'est pas gréco-romaine. On me fait des procès d'intention, il suffit de me lire pour de ne plus me les faire. Mais bon, ça amuse certaines personnes. Premièrement. Deuxièmement, je ne dis pas non plus qu'il y a une espèce de syncrétisme entre le judaïsme et le catholicisme. Je sais très bien les différences. Je connais très bien les oppositions. Je connais très bien et les oppositions théologiques inébranlables et absolues des deux côtés, et l'histoire d'affrontements pendant des siècles, voire des millénaires, entre les deux religions. Donc, encore une fois, ça aussi, on me fait des procès d'intention. C'est ridicule. Alors, mais qu'est-ce que c'est ? Historiquement, allons vite, c'est un concept introduit en France parce que mon ami Michel Onfray m'a signalé que... Qu'on a reçu ici. Voilà, m'a signalé que c'était un Allemand qui avait forgé cette association et que ça a été repris. Moi, je dis que c'était créé par Renan. Pour la France, c'était par Renaste Renan. Précisons cela. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quelque chose de très simple. Il dit le judaïsme est une religion comme toutes les autres religions de l'époque, où il y a des prescriptions, on appartient d'abord à un peuple, et on va faire des sacrifices d'animaux au temple, vous voyez, comme dans toutes les religions antiques. Sauf que la différence, c'est qu'il y a au sein du peuple juif des prophètes, ceux qu'on appelle les prophètes, Daniel, Élie, etc., qui houspillent le peuple en l'incitant à être meilleur moralement. Et, dit Renan, le dernier de ces grands prophètes, le plus grand d'entre les plus grands prophètes, c'est Jésus-Christ. Et c'est cette continuité qu'on appelle le judéo-christianisme, avec au début, à la naissance de Jésus, des Juifs
qui admirent Jésus, qui le prennent pour un grand prophète, mais qui ne veulent pas abandonner les prescriptions de la loi juive. Vous voyez, une espèce d'entre-deux. Et puis, au fil des siècles, ces gens-là vont se séparer, et surtout quand il y a le concile de Nicée. D'ailleurs, vous avez vu que le pape Léon XIV a célébré les 1700 ans du concile de Nicée, qui était en 325. Là, comme le concile dit Jésus est fils de Dieu et Dieu, là, évidemment, c'est la rupture avec les Juifs qui ne peuvent pas admettre qu'un homme soit Dieu. Voilà. Donc, je sais tout ça, je connais cette histoire-là. Maintenant, je vois, dernière chose, ce judéo-christianisme, c'est une alliance politique pour aujourd'hui, pour résister à l'islamisation de notre pays et de l'Europe. Je pense que les chrétiens et les juifs, je l'ai vu pendant ma campagne présidentielle, en particulier parmi la jeunesse, sont désormais alliés pour empêcher l'islamisation du pays. Et ils sont alliés pour défendre une vision de la France qui est forgée par le christianisme. Voilà. Ça, c'est le plus important pour aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas de l'histoire, c'est la vision politique de ce conseil. Et c'est pour ça qu'on m'attaque. Eh bien, c'est ça, parce que vous parlez des procès qu'on vous fait. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui estiment que vous instrumentalisez la religion à des fins politiques, justement? Mais je n'instrumentalise rien. En plus... Il n'y a que vous qui le dites sur l'échiquier politique, ce discours. Oui, il n'y a que moi qui parle de religion. Parce que je pense que la religion est essentielle. Un peu Philippe de Villiers, mais bon. Ah, bien sûr, Philippe, bien sûr. Mais Vous bon. avez raison. Mais il est en marge de l'univers politique, puisqu'il est... Il est ce que vous seriez resté si vous n'étiez pas rentré en... Je suis tout à fait d'accord avec vous, absolument. Oui, donc vous voyez, moi je suis pas, rentré dans la bataille électorale. Ah, oui. Voilà. Bon. Mais bref, passons. Vous avez tout à fait raison. Lui aussi en parle. Et très bien. Et avec un lyrisme tout à fait magnifique. Donc, oui, je parle de religion parce que je pense que c'est important. Je n'instrumentalise rien. Je pense que la religion est un sujet essentiel et que nos élites médiatiques, politiques, la dédaignent et l'ignorent. Et qu'ils ont tort. Vous savez, le grand, on peut dire, l'inventeur de la science politique française, André Siegfried, un homme du 19e siècle, avait une phrase, il était spécialiste de l'étude de circonscriptions électorales, il étudiait tout, les éléments économiques, sociaux, culturels qui allaient dans la détermination d'un vote. Et il invente comme ça la science politique. On est à la fin du 19e siècle, à l'époque, les grandes religions, et c'est l'affrontement entre le catholicisme et le protestantisme, évidemment. Bon, vous avez compris. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand la religion, le facteur religieux, entre en ligne de compte dans les luttes politiques, il prend le dessus sur toute autre considération économique ou sociale. Nos politiques, quelles qu'elles soient, quel que soit leur bord, pensent exactement le contraire. Pensent que les éléments économiques et sociaux sont les plus importants. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Emmanuel Macron. Vous voyez, c'est unanime. Eh bien, moi, je pense le contraire. Je pense, comme Siegfried, que quand la religion rentre en ligne de compte, elle supplante tout. Donc, ça m'intéresse. Mais vous voulez remettre de la religion dans le politique? Non. Il faut tenir compte de la religion pour l'analyse politique et pour le combat politique. Elle est politique, la religion? Mais bien sûr, la politique, ça ne veut pas dire que c'est une idéologie politique. Ça veut dire que les gens sont animés par des passions religieuses. Et je vous le dis, je ne vais pas vous reciter ma phrase de Siegfried, c'est le plus important quand elle rentre. On s'en était débarrassé. En vérité, depuis les années 50, on voyait bien que, comme disait Marcel Gauchet, le catholicisme étant la religion de la sortie de la religion, et qu'on était dans un régime laïque, donc débarrassé de la politique, de la religion dans la politique, on croyait s'en être définitivement débarrassé. Elle nous revient par l'islam. Vous voyez bien, vous avez vu le sondage d'il y a 15 jours, vous voyez bien que plus de la moitié des jeunes musulmans nous disent que la charia est plus importante que est au-dessus des lois de la République. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire André Siegfried. Quand on nous dit qu'ils nous disent même à 80% que la religion est plus importante que la science. Vous avez vu ce chiffre? Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit de plus en plus de femmes voilées? On va y revenir. Ça veut dire qu'ils affichent leur religion comme un élément fondamentalement politique. Ça ne veut pas dire... Ils affichent, vous parlez les musulmans. Enfin, ces musulmans-là. Puisqu'après tout, il y a des musulmans, c'est ce que j'allais dire. Il y a des musulmans qui, eux, en particulier dans les vieilles générations, parce qu'il y a une lutte de génération,
mais dans les anciennes générations, il y a pas mal de musulmans qui n'ont pas du tout envie de vivre dans un pays islamique et qui ont bien compris que ces pays comme le nôtre à racines chrétiennes permettaient une beaucoup plus grande liberté individuelle que les régimes, que les pays arabo-musulmans, pour une raison très simple. C'est ce que j'explique dans le livre, c'est que la liberté individuelle naît du christianisme. Elle naît du christianisme parce que le christianisme est la première religion à faire fond sur la foi, et non pas sur l'appartenance à un peuple ou à une cité, et sur le respect scrupuleux et contrôlé par tous des prescriptions religieuses. Vous comprenez ? Quand vous avez une religion qui dit « vous appartenez à tel peuple, à telle cité », déjà vous n'avez pas le droit d'être ailleurs. Bon. Et en plus, on vous dit « tu fais ci, tu fais ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça », et tout le monde contrôle. Ça, c'est toutes les religions à part le christianisme. Le christianisme, par saint Paul, dit le plus important, ça c'est important, la loi c'est important, et aussi dans les petites villes chrétiennes, il y avait aussi un contrôle du collectif, vous voyez, mais le plus important c'est la foi en Jésus-Christ. À partir de là, la foi, vous comprenez, c'est quelque chose de personnel, d'intime, de privé. Vous comprenez que là, par là, vous fondez la liberté. Une liberté qui existe dans le monde chrétien, qui va se développer, se répandre et même se retourner contre l'Église. C'est notre époque, c'est depuis le XVIIIe siècle. Et d'un autre côté, une liberté individuelle qui n'existe pas en islam. Parce que c'est un ordre de Dieu. En parlant, je le devine, de l'islam, vous dites dans votre livre, pourchassé partout, le christianisme devient peu à peu, sur sa terre d'élection en Europe, une religion minoritaire où les églises vides apparaissent comme une proie tentante pour les mosquées pleines. C'est donc l'islam qui pourchasse le christianisme ? Non. Il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène d'abord de déchristianisation qui remonte aux Lumières, au XVIIIe siècle, qui n'a rien à voir avec l'islam. Rien à voir. Et parfois on me dit « Ah mais vous dites que c'est l'islam qui est responsable de la déchristianisation ». Parfois j'ai l'impression qu'on me prend pour un imbécile quand même. Je veux bien avoir beaucoup de défauts, mais il y a des limites. Non, je ne peux pas dire ça. Au XVIIIe siècle, il n'y avait pas un musulman en France. Et c'est là qu'a commencé ce grand mouvement de déchristianisation. Voltaire n'était pas musulman quand il écrivait « Écraser l'infâme ». La Révolution française, quand elle saccageait les églises et massacrait les prêtres, qu'elle est noyée dans la Loire à Nantes, ce n'étaient pas des musulmans. Non, je ne suis pas débile à ce point. Il ne faut pas non plus exagérer. Donc tout ce mouvement de déchristianisation qui arrive aujourd'hui à son terme, avec des hauts et des bas. D'ailleurs, il y a eu, vous savez, quand Chateaubriand écrit Le génie du christianisme en 1800 à peu près, il pense déjà que le christianisme va disparaître. Donc c'est pour vous dire que c'est une vieille histoire, cette histoire dont on parle. Et d'ailleurs, il y a un critique littéraire de la fin du 19e siècle qui disait il faudrait écrire Le génie du christianisme tous les siècles, un par siècle. Donc j'ai écrit mon petit génie du christianisme. J'ai rempli ma mission. Plaisanterie mise à part. Donc, évidemment que ça n'a rien à voir avec l'islam. Évidemment que s'il y a seulement, c'est Jérôme Fourquier qui donne ce chiffre, le prénom Marie qui ne représente plus que 0,2% des prénoms, ça n'a rien à voir avec les musulmans et avec l'islam. Bon. Ça, c'est la première évolution. Il y a une deuxième évolution qui est indépendante de la première, qui est une invasion migratoire venue des terres musulmanes qui se répand en France et en Europe massivement à une vitesse accélérée et qui islamise tous ces pays parce que beaucoup de musulmans, on en revient au sondage dont on parlait il y a une minute, refusent de s'assimiler et imposent leurs mœurs, leurs règles, leurs dieux, leurs traditions, etc. Ces deux phénomènes qui sont indépendants l'un de l'autre, mais qui se conjuguent comme la nitrate et la glycérine, si vous voulez, pour donner la nitroglycérine. C'est tout ce que je dis. Vous diriez que le christianisme est en danger ? Ah oui, mais le christianisme est en danger de mort dans les pays européens, occidentaux. C'est une évidence. D'ailleurs, vous voyez bien, les chrétiens sont redevenus une minorité dans nos pays, comme ils étaient dans les premiers siècles du christianisme. C'est inouï, ça. C'est la fin de 1500 ans d'histoire. C'est pas rien. Vous savez, le général de Gaulle disait « L'histoire de mon pays commence avec la conversion de Clovis au catholicisme ». Vous voyez le lien
charnel entre l'identité française et le christianisme. Moi, je défends le christianisme, d'ailleurs, je fais une aparté, par patriotisme au départ. Parce que je pense que la France sans le christianisme, sans le catholicisme, n'est plus la France. Vous voyez, même oublions la question islamique. Un pays qui est à ce point déchristianisé n'est plus la France. Voilà, c'est autre chose. Et le hasard, qui n'est pas un hasard, parce que Barrès l'avait dit à Jean Jaurès lors des débats au début du XXe siècle, il disait, si vous détruisez le christianisme, vous aurez une autre religion à la place, qui sera beaucoup plus âpre, beaucoup plus intolérante, beaucoup plus dogmatique. Nous y sommes. Une note de synthèse de la DGSX et procurée Le Figaro révèle que les chrétiens sont devenus une cible privilégiée des islamistes. Est-ce que vous craignez, Éric Zemmour, une recrudescence des actes anti-chrétiens ? Je ne crains pas, j'en suis sûr. Pourquoi ils sont devenus une cible ? Mais tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et que, en terre d'islam, les chrétiens et les juifs doivent être dhimmis, sinon ils sont agressés pour qu'ils deviennent dhimmis. Vous savez, la dhimitude, c'est un statut très simple, à la fois discriminatoire et de persécution. Dans toutes les terres d'islam, les juifs et les chrétiens avaient un statut inférieur, c'est-à-dire que vous portiez des vêtements particuliers, vous aviez un symbole, vous ne pouviez pas marcher sur les trottoirs quand il y avait un musulman, vous n'aviez pas le droit de porter une arme, vous n'avez pas le droit de monter à cheval, vous deviez monter sur un âne. D'ailleurs, en arabe, les paysans arabes, quand ils fouettent un âne qui ne veut pas avancer, ils lui disent « avance, juif ». Vous voyez, c'est ce genre de culture qu'il faut connaître. Et puis surtout, ils payaient un impôt particulier. Et quand il le payait, non seulement il devait le payer, mais en plus il devait être humilié, il devait prendre des coups par l'homme qui recevait cette imposition fiscale. C'est ça le statut de la dhimitude. Le statut de la dhimitude a été abandonné par les gouvernements et les régimes musulmans au XIXe et au XXe siècle sur la pression des gouvernements occidentaux, qui étaient à l'époque très forts et qui avaient colonisé la majeure partie du monde arabo-musulman. Le résultat, c'est qu'un siècle plus tard, il n'y a plus de juifs et quasiment plus de chrétiens dans le monde arabo-musulman. Comme si, vous voyez, l'inconscient arabo-musulman supportait les juifs et les chrétiens tant qu'ils étaient dhimmis, mais à partir du moment où ils ne l'étaient plus, il les renvoyait. Donc il y a une espèce d'épuration ethnique depuis 50 ans, des juifs et quasiment des chrétiens, du monde arabo-musulman. Et nous avons un phénomène inverse, c'est-à-dire que dans le monde chrétien, nous avons l'arrivée d'innombrables musulmans qui refont ce qu'ils ont toujours fait. Quand vous lisez l'histoire des juifs et des catholiques dans la terre d'islam, vous voyez que régulièrement, ils étaient agressés, les femmes violées, les hommes persécutés dans la rue, vous voyez, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand je vous me dis, est-ce que je crains ? Je ne crains pas, j'en suis sûr, puisque c'est comme ça depuis 1500 ans. Et que quand on dit que Donc c'est un mouvement inéluctable. Mais évidemment. Si je vous écoute. Comme Michel Onfray l'a s'entend, les civilisations sont appelées à disparaître et oui, on ne mais peut rien faire contre ça. Il y a deux. C'est amusant parce que c'est ma grande discussion avec Michel. Quand j'écrivais cela, moi, il y a 10 ans, lui et les autres me traitaient de pessimiste. Et maintenant que je me dis non, il faut se battre, on me dit t'es un bonnet. Donc ça m'amuse. Moi, je pense que ce que je vous décris là, oui, c'est inexorable si on ne fait rien. Mais vous savez, il y a des tas d'événements dans l'histoire. Que peut-on faire d'après vous ? Mais on peut se battre. Mais c'est très simple. Arrêter l'immigration, en particulier venue de pays arabo-musulmans. 2, renvoyer tous les étrangers et ceux qui ont des choix de nationalité, qui sont délinquants, voleurs, assassins, trafiquants de drogue et chômeurs de longue durée. La remigration que refuse le Rassemblement national. Et 3, utiliser la laïcité pour confiner l'islam dans l'espace privé. Vous voyez, il y a des choses à faire. Alors évidemment, il faut être déterminé. Quand vous voyez que, si vous voulez, la moitié des jeunes filles de 18 à 25 ans portent le voile, vous voyez la tendance. D'ailleurs, Laurent Nunez ne se dit pas favorable à l'interdiction du port du voile pour les mineurs dans l'espace public. Il faut faire attention, je cite, aux mesures qui seraient trop stigmatisantes.
a-t-il aussi affirmé. Ah là, vous voulez qu'on parte sur le monsieur Nunez. Moi, je veux bien, mais ça demande un peu de temps. Je veux bien répondre à votre question. Il est ministre de l'Intérieur, hein, c'est pas en tant que monsieur Nunez. Alors, moi, je distinguerai d'abord, avant tout, si on parle de monsieur Nunez, les mots et les actes. Les actes... Comprenez l'argument de la stigmatisation. Attendez, je vais vous répondre. Mais je veux d'abord cadrer ma réponse. Parce que je ne veux pas qu'on parte encore sur me faire des faux procès. Monsieur Nunez, dans les actes, n'est absolument pas différent de monsieur Retailleau et de ses prédécesseurs. Sur le fond, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire toujours 500 000 immigrés réguliers par an, toujours quasiment pas d'expulsion de clandestins, et toujours 100 000 naturalisations par an, quel que soit le degré d'assimilation, qui n'est plus un problème, alors que c'est encore inscrit dans la loi. À partir du moment où il y a des femmes voilées qui obtiennent la naturalisation française, ça prouve qu'on ne cherche plus à assimiler, alors que c'est quand même encore écrit dans la loi. Donc M. Nunez et M. Retailleau et tous les autres avant, M. Castaner, etc., c'est la même chose pour moi, dans les actes. Maintenant, il y a les mots. Là, vous avez raison, M. Nunez revient dans les mots à ce que disait Castaner, à ce que disaient les autres. On revient à la doxa des années 80 dont je vous parlais. Pas de stigmatisation, l'immigration n'a rien à voir avec la délinquance, l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme, voilà, etc., etc. Vous connaissez toute cette doxa par cœur. Très bien. Je veux dire très bien. Vous comprenez bien que moi, ça me désole, parce que je dis exactement le contraire depuis 30 ans. Mais, donc, je recadre ce que vient de dire M. Nunez. Maintenant, en fait, cette discussion du voile, vous avez remarqué, revient tous les 3 mois. Un coup, c'est le voile dans le sport. Un coup, c'est le voile pour les mères qui accompagnent leurs enfants dans les sorties scolaires. Un coup, c'est le voile à l'université. Vous voyez, on en parle tout le temps. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, et ça tout le monde le dit, ça trouble et ça contredit notre conception des rapports entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, pour en revenir à mon livre, rapports entre les hommes et les femmes qui sont nés dans le christianisme. Ce rapport plus égalitaire, même s'il était à l'époque inégalitaire, c'est né dans le christianisme, c'est né par le christianisme. Vous voyez, c'est un rapport différent et qui a grandi en terre chrétienne, qui n'existe pas ailleurs, et en particulier en France. Deuxièmement, ça contredit notre conception française de la laïcité, qui est, en vérité, comme l'a très bien dit un jour Jean-Pierre Chevènement, quand il était ministre de l'Intérieur, qui est le devoir de discrétion des religions. Et troisièmement, ça incarne l'islamisation de notre pays. C'est fait pour ça, d'ailleurs, pour bien faire comprendre aux Français qu'ils sont conquis. Le voile, c'est un peu un uniforme d'une armée d'occupation, de gens qui vous disent, voilà, nous vous occupons, nous vous colonisons, nous vous imposons nos mœurs, nos traditions, notre Dieu, nos règles, et vous n'avez rien à dire. Ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Donc, dans ce cas-là, il y a 2 solutions. Quelle mesure vous prendriez, parce que dans les actes, c'est pas facile à gérer. Je suis d'accord. J'ai dit il y a 2 options. Il y a la loi aussi. La première option, c'est on cède. Ce que me dit M. Nunez et ce que disent d'ailleurs, en gros, toute la classe politique. On ne fait rien, on cède, c'est trop tard. Vous considérez qu'il cède ? Évidemment qu'il cède. C'est une évidence. Il le dit d'ailleurs. Non, mais ça pourrait être une conviction. Je ne connais pas de Français qui... Je n'en connais pas, mais peut-être qu'il y en a, qui aiment voir des femmes voilées dans la rue. Je n'en connais pas. Donc vous associez le voile à une forme de radicalisation aussi ? Non, ce n'est pas de radicalisation, c'est l'islam. Moi, vous savez, je ne connais pas ces mots de radicalisation, d'islamisme. Pour moi, tout ça, c'est l'islam. Ce sont des mots qui ont été inventés pour innocenter l'islam, comme s'il y avait l'islam des gentils et l'islam des méchants. Ça n'existe pas, ça. Tout est dans le Coran, tout est dans les hadiths, tout est dans la charia. Tout ce dont on parle est dans la charia. Le voile, les femmes musulmanes ont toujours été voilées. C'est pas, comme on nous dit maintenant, ça c'est le grand truc aujourd'hui, c'est les frères musulmans. Ce ne sont pas les frères musulmans. Au XIXe siècle, quand le peintre Delacroix va en Algérie, il veut faire des peintures de femmes et il ne peint que des femmes juives, parce que c'était les seuls qui n'étaient pas voilés. Il n'y avait pas les frères musulmans. Vous voyez ? Tout ça, c'est du baratin. Oui, mais regardez la mère du pauvre gendarme qui avait été tué à l'époque je crois, des attentats terroristes.
vous lui diriez non? Ah, sans problème. Sans problème, on m'a déjà fait le coup 10 fois. Oui, cette femme est tout à fait... C'est triste qu'elle ait perdu son fils, et elle n'y est pour rien. Mais moi, en tant que Français, je ne veux pas du voile pour les femmes. Donc, soit elle se soumet et elle reste en France, soit elle ne se soumet pas, et il y a 50 pays musulmans. Je le répète à chaque fois. Il y a 50 pays musulmans où vivre l'islam tel qu'il est dans son intégrité. C'est pour ça que je dis toujours, vous savez, je ne veux pas être le Luther de l'islam, je ne veux pas réformer l'islam. Je veux simplement que les musulmans de France deviennent des Français de confession musulmane. Est-ce que vous comprenez la nuance? Musulman de France, ça veut dire je suis en France, mais je vis comme un musulman et je ne me soumets pas à la psyché française. Et vous, ça voudrait dire quoi alors pour vous? Français de confession musulmane, ça veut dire que je fais des accommodements, la fameuse expression accommodement raisonnable, je fais des accommodements avec l'âme de la France. Ça veut dire que ma religion, c'est pour la maison. Ça veut dire que je ne mets pas de voile. Donc, ça veut dire que je ne mets pas de tapis de prière dans les entreprises. Non plus. Comment? Pas de kippa non plus pour les juifs, dans l'espace public. Non mais pardon d'insister, mais c'est bien de le dire aussi, parce que les gens qui nous regardent... Aucun problème. Voilà, ça veut dire aucun signe ostentatoire, y compris pour la communauté juive. Absolument. Écoutez, cher monsieur, moi, je suis, tout le monde le sait, de confession juive. Et je peux vous raconter pendant des heures, d'ailleurs je le raconte. Non, je vous demande même pas si vous pratiquez ou pas, mais non, c'est pas le sujet. Quand j'étais enfant, quand on sortait de la synagogue, on mettait donc la fameuse kippa sur la tête, puisque c'était... Et ma mère nous disait de l'enlever. Voilà, c'est comme ça que j'ai été élevé. C'est ce que j'appelle les accommodements avec la France. C'était normal. Vous comprenez? Parce que à l'extérieur, on ne montre pas son signe religieux. On ne doit pas savoir de quelle religion on est. Là, entre nous, on n'a pas à savoir de quelle religion on est. Maintenant, je précise. Ça, c'est la règle stricte. Je veux simplement que l'islam se coule dans cette règle-là, comme les Juifs l'ont fait. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase du fameux Clermont-Tonnerre à la tribune de l'Assemblée nationale en 1789. Je donne tout aux Juifs en tant que citoyens, je ne donne rien en tant que nation. Et il ajoute, ce qu'on oublie toujours de citer, on me dit qu'il le refuse. Dans ce cas-là, ajoute-t-il, qu'on les bannisse. Qu'on les bannisse, ça veut dire la remigration. C'est clair. Donc moi, je demande et j'exige des musulmans qu'ils fassent exactement comme ont fait les Juifs, avec une seule nuance pour le catholicisme. Le catholicisme, tous les hommes sont libres et égaux en droit. On connaît l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Mais en France, les catholiques... Non, les catholiques, on est même droit que les autres. Mais le catholicisme a une primauté. Ce n'est pas la même chose. Au titre de? Mais de là simplement que le catholicisme a fait la France. De la culture. Mais oui. Mais oui. Donc c'est pour ça que moi, j'assume tout à fait... À l'approche de Noël, les crèches dans les mairies. Exactement. J'assume tout à fait cette visibilité chrétienne sur la terre de France, parce que j'estime que c'est la France. Et que les autres religions n'ont pas ce lien indéfectible avec l'identité de la France. Donc j'assume, on va me dire 2 poids 2 mesures, etc. J'assume. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Je pense que c'est légitime. Encore une fois, je ne veux pas avoir des citoyens de première catégorie et de deuxième catégorie. Les catholiques n'auront pas plus de droits que les juifs et les musulmans ou que les athées, etc. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Je précise maintenant. En revanche, je pense que l'expression identitaire du catholicisme a, oui, une primauté culturelle sur les autres. Mais c'était comme ça au XIXe siècle, hein, pardonnez-moi. Hein. C'est uniquement la guerre qu'a menée la République contre le christianisme qui a poussé dans ses retranchements une laïcité, un laïcisme complètement fou contre le catholicisme. Moi, je pense que la République doit changer de logiciel pour sauver la France et finalement pour sauver la République. Parce que quand on voit, je reviens à ce sondage, ce que pensent les jeunes musulmans, beaucoup de jeunes musulmans des lois républicaines, je peux vous dire que les républicains d'aujourd'hui ont du mouron à se faire pour l'avenir. Donc en fait, pour sauver la France, pour sauver la République, il faut sauver la France. Et pour sauver la France, il faut sauver le christianisme.
Alors, il y a une autre information sensible du Parisien cette semaine. 2 adolescents de 16 ans ont été interpellés justement pour un projet d'action violente visant des cibles israélites. Il leur est également reproché leur adhésion à l'idéologie de l'État islamique. Le principal mis en cause est originaire, écoutez bien, de Tchétchénie et est arrivé en France avec sa mère il y a 4 ans. 2 questions. D'abord, est-ce que la France apprend de son passé? Et d'autre part, vous venez de le dire en plus que vous êtes de confession juive, est-ce que vous êtes inquiet par exemple pour vous, votre famille, vos enfants? Pas spécialement moi et ma famille, mais évidemment que tous les juifs sont inquiets. Ils ont bien compris ce qui était en train de se passer. Certains ont mis du temps. Certains ont longtemps Parlez de qui, là, par préféré les conforts de la lutte antiraciste, vous savez, des années 80, Pensez à qui? À quelqu'un à beaucoup de gens, non pas quelqu'un en particulier, mais beaucoup de gens ont cru que le danger venait de l'extrême droite, alors que le danger venait tout simplement de l'islamisation du pays. Et que quand vous faites venir des millions de musulmans, vous faites venir l'islam. Et quand vous faites venir l'islam, vous faites venir un anti-judaïsme culturel dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est tout, c'est simple, c'est clair. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est inévitable là aussi. On ne veut pas voir l'inévitable. Voilà. Donc, oui, ces Tchétchènes-là n'ont rien à faire en France, évidemment, mais il y en a beaucoup qui n'ont rien à faire en France. C'est une question de précaution. Vous savez, j'ai vu que Trump allait arrêter l'immigration venue des pays arabo-musulmans. Je pense que c'est une question de bon sens. C'est un principe de précaution. À partir du moment où vous avez un nombre énorme et disproportionné de musulmans dans les délinquants et dans les terroristes, vous devez arrêter. Si on avait le même nombre d'Australiens dans les délinquants, les criminels et les terroristes, on arrêterait la venue d'Australiens. Vous voyez, c'est rien d'autre que de la précaution. Donc il faut arrêter et il faut renvoyer tous ces gens qui n'ont rien à faire en France et qui sont des menaces à la fois pour les Juifs, mais pour les chrétiens et pour tous les Français. L'autre point assez remarquable, si je puis dire, c'est comment vous expliquez que des mineurs, parce que là, ils ont 16 ans, les 2 adolescents qui ont été interpellés, comment vous expliquez que des mineurs puissent adhérer à l'idéologie de l'État islamique aujourd'hui? Mais l'idéologie de l'État islamique, cher Éric Morillo, c'est l'islam. À chaque fois que l'État islamique a commis un acte, il le légitimait par une sourate du Coran. J'ai observé cela. Ce n'est pas des choses inventées, ce n'est pas comme nous dit Madame Le Pen ou Monsieur Macron, une idéologie politique. L'État islamique ce ne sont pas des marxistes. Ce sont des musulmans qui appliquent strictement le Coran et qui imitent le prophète, qui est le prophète Mahomet, qui est le bon exemple dans la tradition musulmane. Donc le prophète Mahomet, il a été un chef de guerre. Il a massacré, égorgé des juifs, des chrétiens, des musulmans qui n'étaient pas d'accord avec lui. Donc ces gens-là n'ont aucun problème à faire la même chose, puisqu'ils imitent le prophète. Le Coran, il faut bien comprendre quelque chose. Le Coran n'est pas les évangiles. Ce n'est pas un texte moral. C'est un texte politique d'unification des tribus arabes derrière Mahomet et derrière un projet conquérant. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, encore une fois, un texte moralisateur qui veut élever moralement. Non. Sur BFM TV, justement, Laurent Nunez, lui, et vous n'allez pas être d'accord non plus parce que vous allez au-delà, vous, de l'islam, lui, il a refusé de faire le lien entre délinquance et immigration. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous le faites, le lien? Écoutez, de manière je vais vous dire, automatique. je ris de cette question. C'était une question pour ma jeunesse. C'est-à-dire dans les années 80... Il est déconnecté, l'ancien préfet. Non, il n'est pas déconnecté. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il le sait très bien qu'il dit n'importe quoi. Il le sait qu'il dit n'importe quoi. Seulement, il pense qu'il faut le dire. Pourquoi c'est aussi sensible, ce sujet? Pourquoi? Parce qu'il a peur. Voilà. Mais peur. Il a peur des émeutes en banlieue. Il a peur de la guerre civile. Il ne veut pas être le ministre de l'Intérieur qui restera comme le déclencheur de la guerre civile, comme M. Macron ne veut pas être le président de la République qui déclenchera la guerre civile. Ils ont peur, c'est tout. Il y a une pression et ces gens-là sont terrorisés. On en est tout près de la guerre civile, d'après vous? Mais moi, c'est un peu une ancienne, ça. Moi, j'estime que on a aujourd'hui une guerre civile à bas bruit. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle le djihad du quotidien. Quand vous avez des viols à répétition, toujours par les mêmes, quand vous avez
et on le voit dans les chiffres, la surreprésentation des Maghrébins dans les viols, la surreprésentation dans les pillages, comme celui à la suite de la victoire du Paris Saint-Germain, dans le trafic de drogue, DZ Mafia, DZ, ça veut quand même dire Algérie. Dans les crimes, dans le terrorisme dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est tout ça? Tout ça, c'est la même chose, le continuum de violence, pour reprendre une expression que j'emprunte aux féministes. Vous voyez, il y a un continuum de violence, et tout ça, c'est la même logique, c'est-à-dire c'est du djihad, c'est une lutte contre les infidèles. Je suis très frappé, par exemple, on parlait du christianisme. Là, depuis quelques jours, vous avez remarqué toutes ces manifestations qui viennent perturber les marchés de Noël à Toulouse, à Montpellier, à Londres. Vous avez remarqué ça avec des manifestations pour la Palestine ou des chants orientaux. Qu'est-ce que c'est, ça? Vous ne vous posez pas la question? Voilà, c'est tout. C'est mettre une pression pour imposer, pour empêcher les manifestations d'une autre religion. C'est comme ça en terre d'islam depuis 1500 ans. Il y en a d'autres qui ont affirmé qu'il n'existait aucun lien entre insécurité et migration. C'est le service public, c'est Complément d'enquête qui a affirmé dans son numéro que vous avez dû regarder, consacré à CNews, que non, c'était... j'ai pas de temps à perdre. Vous n'avez pas de temps à perdre, non? J'ai des bons livres à lire, moi. Ils ont affirmé que c'était scientifique. Non, mais comment on peut... c'est très simple. Finalement, alors ça, c'est très simple. Je vais vous expliquer la méthode parce que j'ai mis longtemps à le comprendre et je crois l'avoir comprise. Quand ils disent c'est scientifique, ça veut dire que c'est attesté par des études sorties de l'université. Mais la grande habileté, c'est que dans ces universités sont tenues par des militants de gauche qui vont donc faire des études qui vont dans leur sens. Et comme ils tiennent les leviers des universités, ils vont mettre un tampon universitaire. Et donc les médias vont venir vous dire après, vous voyez, c'est scientifique. C'est rien de scientifique du tout, c'est du militantisme qui a été blanchi, comme on blanchit de l'argent de la drogue. Et bien là, c'est du militantisme qui a été blanchi en soi-disant science. Ça n'a rien d'une science. Mais comme ils tiennent tous les leviers de l'université, ils peuvent, sur n'importe quoi, mettre un tampon et dire « thèse universitaire ». Et après, on vous vend, c'est scientifique. Mais allez, j'allais jusqu'au bout de votre raisonnement. Ces personnes, ce service public, ces journalistes, sont des dangers pour la démocratie, d'après vous? Ils ne sont pas des dangers pour la démocratie, ils sont des dangers pour la France. Vous savez, l'histoire de France, c'est une série d'affrontements, de guerres civiles, parce que le pays, d'abord, souffre d'une excessive diversité. Diversité des langues, diversité des religions, diversité des cultures. Vous savez, vous connaissez la blague célèbre du général de Gaulle, on ne peut pas gouverner un pays qui a 349 fromages ou 258, ou je ne sais plus le nombre exact. Vous comprenez? C'était une blague. Mais sous-jacent, comme le général de Gaulle connaissait l'histoire de France par cœur, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la hantise de tous nos gouvernements, depuis la monarchie, l'Empire, la République, c'est une excessive diversité qui tourne à l'affrontement. Attendez. Donc tous les pouvoirs ont réduit, ont restreint cette diversité, ont unifié le pays. D'où la politique assimilationniste de la République. Bon. D'où les guerres terribles, par exemple, menées par Richelieu contre les protestants, qui avaient des places fortes et qui étaient armés, qui faisaient régner l'ordre protestant et qui, en plus, se liaient à des ennemis étrangers comme l'Angleterre et la Hollande du royaume de France. Vous voyez, bon, là, Richelieu a mené une guerre terrible contre ce qu'il appelait l'État dans l'État. Ça ressemble un peu à ce qu'on vit aujourd'hui, avec les places fortes banlieusardes qui sont tenues par la DZ Mafia et les trafiquants de drogue. Vous voyez, bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que le pays est agressé, envahi par une puissance étrangère, il se trouve des Français qui se mettent avec cette puissance étrangère contre les autres Français. Ça s'appelle le parti de l'étranger. C'est une figure traditionnelle dans l'histoire de France. Et aujourd'hui, le parti de l'étranger, c'est simplement LFI,
Jean-Luc Mélenchon, le service public, ces journalistes de gauche, etc., etc. C'est le grand parti de l'étranger qui se met avec la civilisation qui nous a envahis et qui nous colonise. Est-ce qu'on peut encore décrire le réel? Parce qu'il y a eu 2 anecdotes, si je puis dire, juridiques. Enfin, en l'occurrence, une concerne un identitaire qui s'appelle Jean-Eudes Gana, qui s'est filmé en sortant de son magasin Leclerc et qui a été mis en garde à vue 48 heures et qui va être poursuivi, donc qui est mis en examen, qui va passer en justice. Et puis, plus récemment, devant moi, il y a eu, d'ailleurs, je crois même que vous lui aviez apporté votre soutien, vous dites, les gens ont peut-être peur, c'était Pierre Ménès qui a parlé de l'équipe de France de foot. S'en est suivi une shitstorm épouvantable sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a eu près de 20 millions de vues de cet extrait. Et puis, vous avez vu d'ailleurs que François Belgodeau... Belgodeau, j'allais y venir, c'est incroyable. Qui va même plus loin, parce que Pierre Ménès ne faisait que constater. Puis Belgodeau, en effet, on va rappeler le contexte, c'était il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux. Il faut dire que Belgodeau est un écrivain de gauche, voire d'extrême gauche. Mais allez-y, je vous laisse parler. Non, voilà, il fait partie du camp du bien. Absolument. Pierre Ménès, non. Absolument. Comment vous expliquez ça, qu'on puisse même plus dire, mais vous savez, en l'occurrence... Moi-même, je suis harcelé juridiquement, judiciairement. J'ai des procès en permanence pour le moindre de mes propos. J'en gagne parfois d'ailleurs, mais quand je perds, je peux vous dire que les amendes sont salées. Quand je gagne, on ne me donne jamais d'argent. Hein. Mais quand je perds, je peux vous dire que je paye des 5 000 euros, des 10 000 euros, des 15 000 euros d'amende pour délit d'opinion. Donc je sais ça. Je sais que la machine judiciaire, la machine médiatico-judiciaire est dans le camp du parti de l'étranger. Ça a toujours été comme ça. Quand, vous savez, quand l'évêque Cochon livre Jeanne d'Arc aux Anglais, il est un haut dignitaire de l'Église et de l'establishment de l'époque. C'est le parti de l'étranger. Et c'est aussi peut-être la liberté d'expression qui est en danger ? La liberté d'expression est évidemment en danger. Elle est ténue, la frontière entre l'incitation à la haine brandie par... Évidemment, l'incitation à la haine, ça ne veut rien dire. Parce que vous avez été condamné pour ça. J'ai été condamné plusieurs fois, mais ça ne veut rien dire. L'incitation à la haine, c'est un concept complètement flou qui ne devrait pas avoir voie de cité dans un système judiciaire digne de ce nom. Normalement, la justice, une réflexion politique. Normalement, la justice, c'est pour un fait certain. Vous avez tué, vous avez volé, vous avez agressé. Ça, c'est un fait certain. Vous avez fait de l'essentialisation, comme on dit ? Non, j'ai rien fait du tout. Je dis ce que je pense. On ne devrait pas criminaliser l'opinion. Ça n'existait pas avant. Avant la loi Pleven de 72, sous la Troisième République, il n'y avait pas ces lois-là, liberticides. Il faut revenir à cette époque-là. Il faut supprimer toutes les lois liberticides. Il faut les supprimer pour retrouver une authentique liberté d'opinion. Oui, on peut tout dire, mais on peut tout dire. Le fameux free speech des Américains me va très bien. Moi, je suis prêt à tout entendre. D'ailleurs, je subis tout. On me traite de tous les noms. Est-ce que vous pouvez, face caméra, mais excusez-moi, c'est pas pour faire un moment de télé comme dirait Léa Salamé, est-ce que foncièrement, vous êtes indigné quand on vous traite de raciste ou finalement vous acceptez la critique avec ce que ça pourrait avoir aussi de problématique? Parce que finalement, vous voudriez vous en indigner au plus haut point aussi d'être... J'ai tendance à trop accepter. Parce que moi, justement, j'accepte le débat libre. Vous êtes raciste ou pas? C'est grotesque. Voilà. C'est ça que... C'est grotesque. Je ne peux pas vous dire mieux. Le racisme, ça veut dire être partisan d'une hiérarchie des races. C'est ça le racisme. Moi, je veux simplement défendre le mode de vie des Français. Donc vous considérez qu'il n'y a pas c'est simple, de hiérarchie entre les races. Non, il n'y a pas de hiérarchie entre les races, non. Il y a des hiérarchies entre les civilisations. Et encore pour moi. Parce que moi, j'estime que la civilisation chrétienne, gréco-romaine est supérieure aux autres, mais j'imagine que des Chinois peuvent considérer que leur civilisation confucéenne est supérieure à la nôtre. Et ils ont des bonnes raisons pour cela. Je peux même imaginer qu'un musulman considère que sa civilisation islamique est supérieure à la nôtre. Il a le droit. Je ne lui interdis pas cela. Et ce ne sont pas les personnes. Enfin, voilà. Oui, le problème, c'est que ça vous posez un problème fondamental, c'est que on ne sait plus raisonner en dehors de l'individualisation. Et d'ailleurs, ça, c'est le produit du christianisme, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que le christianisme avait forgé l'individu libre. Mais là, on arrive
à une espèce d'extrémisation de cet individu qui absorbe tout. On ne comprend pas qu'il y a des différences entre les individus, on peut avoir des relations individuelles avec n'importe qui, et les masses. Les masses qui sont travaillées par des mouvements historiques, culturels, politiques, les masses qui s'expriment dans le sondage dont on a parlé. Vous voyez, ça c'est les masses qui s'expriment. Et puis il y a des individus. Les individus, vous pouvez avoir des relations correctes avec des individus ou des relations difficiles avec d'autres individus, quelle que soit leur religion, leur race, vous voyez. Mais on ne sait plus faire la distinction. Pendant la présidentielle, je voyais le coup venir à chaque fois, vous aurez remarqué qu'il n'y avait pas une émission dans laquelle j'étais invité où on ne me présente pas un individu venu d'Afrique ou du Maghreb, le plus souvent d'ailleurs une jeune femme assez jolie et très gentille, et on me disait, bah alors, qu'est-ce que vous allez faire d'elle ? Est-ce que vous la renvoyez dans votre pays ? Voilà. Enfin, vous voyez, c'est ça. Donc évidemment que cette jeune femme ou ce monsieur pouvait être charmant et gentil et honnête, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les masses. Le sujet, c'est les affrontements de civilisation. Le sujet, c'est ce que le grand historien Gibbon, tu sais, le grand historien du XVIIIe siècle, appelait le grand débat. Vous savez ce que c'est que le grand débat ? C'est l'affrontement millénaire entre l'islam et le christianisme, avec des mouvements de flux et de reflux. Il appelait ça le grand débat, c'est-à-dire l'offensive musulmane après la création de l'islam au 7e siècle, qui arrive jusqu'en Occident, les croisades, qui sont le reflux, la contre-attaque, puis l'offensive encore musulmane au 15e siècle, et finalement qui tombe par la prise de Constantinople en 1453, puis le reflux avec l'expédition de Bonaparte en Égypte, la prise d'Alger en 1830, la colonisation, et aujourd'hui, un nouveau reflux avec la décolonisation. On quitte les terres musulmanes qu'on a occupées et on est à son tour envahi et colonisé sur notre sol par les vagues islamiques. Vous voyez, c'est ça le grand débat. Ça, c'est des mouvements millénaires. Les individus là-dedans, ce sont des miettes. Ce sont des gens qui sont complètement perdus là-dedans. C'est la phrase de Raymond Aron, l'homme fait l'histoire mais ne sait pas l'histoire qu'il fait. Et ça, cette distinction entre l'individu et la masse, entre la vie humaine et l'histoire, n'arrive plus au cerveau de nos contemporains. Je pense que c'est la vraie maladie de notre époque. Mais c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à les convaincre, pardon. On arrive à cette partie un peu plus politique pour la dernière partie de l'émission. Justement, 2027 arrive à grands pas. Justement, vous parliez de ces sondages qui vous créditent, d'après les derniers, aux alentours de 6% dans les sondages. D'abord, première question, est-ce que c'est sûr vous serez candidat en 2027 ? On verra. En tout cas, je m'y prépare. Je ne vais pas vous annoncer ici, je serai candidat. Mais en tout cas, je m'y prépare à l'élection présidentielle. Et puis à défaut, si vous ne pouvez pas, ce serait peut-être Sarek Info. Je vous ai répondu. Je m'y prépare. Je connais ce petit coup de Sarah et moi. Mais regardez ce qu'elle répond. Moi, je pense que je trouve ça formidable que il y a un an, elle n'était pas connue. Il y a des gens qui laissent entendre qu'elle serait peut-être meilleure candidate que vous pour reconquérir. Ça vous blesse ou finalement ? Ça ne me blesse pas du tout. Je suis ravi. J'allais vous dire, mais vous ne m'avez pas laissé parler, j'allais vous dire, il y a un an, elle n'était connue que des spécialistes, et au bout d'un an, elle est tellement brillante, tellement travailleuse et dynamique et claire et pédagogue, que maintenant, on dit qu'elle pourrait être une bonne candidate à la présidentielle. J'en suis ravi parce qu'elle est avec moi, donc je suis plutôt content. Vous voyez, elle n'est pas contre moi. J'ai connu d'autres situations moins agréables. Finalement, cette fracture avec Marion Maréchal, ça l'a révélé ? Vous savez, mon père disait toujours, il y a toujours un mal pour un bien. Donc, les sondages, allez-y. 6%, comment vous expliquez que vous n'arriviez pas à faire plus dans les sondages ? Est-ce que c'est tout le monde contre vous ? C'est les médias hostiles de gauche ? Non, il y a eu, si vous voulez... L'exercice d'autocritique, voilà. Non, mais la autocritique, je l'ai déjà fait 10 fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Je continue de penser que la présidentielle a été faussée par la guerre en Ukraine et que la veille de la guerre en Ukraine, j'étais au second tour. Je ne démordrai pas de cette explication. Voilà, ça a faussé la présidentielle. Bon, après, tout s'est enchaîné. Vous voyez, quand on est au second tour, on devient évidemment le leader de l'opposition, même si on ne gagne pas. C'est ce qui est arrivé à Marine Le Pen, c'est ce qui est arrivé au Rassemblement national, et ce qui explique que 3 ans plus tard, il soit à ce niveau. Parce que vous dites que je n'arrive pas à convaincre, mais moi, je pense que j'ai convaincu. Et que simplement, ça m'a profité à un moment, et aujourd'hui, ça profite au fond au Rassemblement national. La prime au leader.
Oui, la prime au leader, le fait que tout le monde répète à qui veut l'entendre qu'ils vont gagner, que Marine Le Pen ou Jordan Bardella va gagner la prochaine présidentielle. Vous croyez que les cartes ne sont pas battues? Moi, je vais vous dire. Vous étiez journaliste politique pendant très C'est ce que longtemps. j'allais vous dire. Je suis l'élection présidentielle depuis mon enfance. La première élection présidentielle dont je me souvienne, c'est celle de 69. Vous voyez, j'avais 11 ans. Et puis, je la suis en tant que journaliste politique depuis 1988. Et puis, je l'ai expérimenté, si j'ose dire, en tant que candidat en 2022. Donc, j'ai une petite expérience de la présidentielle. Je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est qu'à chaque fois, je dis bien à chaque fois, depuis 1969, il y a un candidat qui se détache 18 mois avant l'échéance, qui fait la course en tête, qui dépasse 30, qui écrase tout le monde au second tour. Il avait pour nom Balladur, vous avez raison. Il avait aussi pour nom Jospin. Il avait aussi pour nom Juppé. Il avait aussi pour nom, plus anciennement, vous avez oublié, Raymond Barre, Michel Rocard. Et je peux même vous dire Alain Poher, Jacques Chaban-Delmas. Vous voyez, qui ont Mais avec une telle avance? Avec une telle avance. Et tout le monde dit ils sont élus. Vous voyez, aujourd'hui, on dit la même chose pour le candidat du Rassemblement national. Jordan Bardella. D'ailleurs, on parle un peu c'est moins de Marine Le Pen. Si c'est Jordan Bardella, parce qu'on ne sait pas, normalement, ça doit être Marine Le Pen, sauf si elle est déclarée inéligible. Mais moi, j'ai entendu Marine Le Pen dire qu'elle serait candidate. Et Jordan Bardella dire la même chose. D'ailleurs, si Marine Le Pen n'est pas inéligible, c'est Marine Le Pen qui sera candidate. Deuxième chose, alors là, plus spécifiquement au Rassemblement national. J'ai connu une époque aussi où le candidat du Front national, Jean-Marie Le Pen, était régulièrement sous-estimé dans les sondages, pour des tas de raisons, et finissait très fort, toujours bien au-dessus des sondages du début de campagne. Et puis, depuis qu'il y a Marine Le Pen comme candidate, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle est très haut dans les sondages avant chaque élection, et qu'elle dégringole assez vite, et qu'elle finit toujours beaucoup plus bas que ce qu'elle a été. Je vous donne un seul exemple qui me concerne. En juin 2021, je suis testé pour la première fois, je suis entre 3 et 5. Marine Le Pen est à 32. À 32. C'est pas très loin des 35 de Jordan Bardella d'aujourd'hui. Voyez, et fin septembre 2021, j'ai un mois de campagne derrière moi qui ne dit pas vraiment son nom, mais peu importe. Je suis à 18-19 et Marine Le Pen est à 16. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que la leçon que j'en tire de ces deux données, c'est que la campagne présidentielle est une vérité en soi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un monde à part où tout peut se passer. Ce qui est écrit avant ne compte pas. Moi, j'ai compris cela. Donc, je regarde, c'est intéressant, c'est instructif, ça dénote, comme disent les sondeurs, une photographie de ce qui est aujourd'hui. Je ne mets pas en cause les sondages, je ne mets pas en cause les sondeurs. Vous voyez, je les utilise comme, selon moi, ils doivent être Mélenchon, utilisés. il met en cause, lui. Oui, je sais, mais c'est dérisoire. Honnêtement, il ne devrait pas. C'est dérisoire. Moi, je les analyse comme ils doivent être analysés. Ce que je reproche, c'est aux journalistes et aux analystes qui font des plans sur la comète, ils font toujours la même bêtise. Les mêmes qui annonçaient la victoire de Balladur annoncent désormais la victoire de Jordan Bardella. Les mêmes. Et avec assurance. Excusez-moi, moi non. Donc, je tire les leçons de tout cela et j'attends la campagne présidentielle. En tout cas, Éric Zemmour, pour clore sur Marine Le Pen et Jordan Bardella, de leur côté, pardon de vous le dire, mais l'heure, elle ne semble pas à la réconciliation, parce qu'on l'a vu à Bayonne. Ah, oui, vous avez tout à fait Vous nous rappelez ce qui s'est passé à Bayonne? Bayonne, c'est très simple. Il y a un élu du Rassemblement national qui a monté une liste dans laquelle il y avait des gens de Reconquête. Et ce candidat du RN, donc, a été exclu du RN parce qu'il avait mis des gens de Reconquête sur sa liste. Voilà, c'est ça la conception du RN. C'est très simple. C'est 1, non à l'union des droites, et 2, la guerre inexpiable à Reconquête. Pour une raison simple, que Jean-Philippe Tanguy d'ailleurs a dite une fois à la télévision, on lui dit « Mais pourquoi vous alliez à Ciotti et pas à Zemmour ?» Il dit « Mais Ciotti, lui, s'est soumis et effacé.
Évidemment, moi, je ne me suis ni soumis ni effacé. Mais c'est pas grave. Justement, moi, je dis aux électeurs, soit vous voulez l'union des droites, c'est-à-dire le grand rassemblement du RN, de Reconquête et de LR. Et il ne faut pas voter pour le Rassemblement national. Tant que le Rassemblement national sera dominant, il n'y aura pas d'union des droites. Donc soit on vote pour le Rassemblement national et on assume qu'il n'y ait pas d'union des droites, soit on veut absolument une union des droites et on veut un parti à droite. Je vous ai dit tout ce qui nous différencie du Rassemblement national. Et là, on vote pour Reconquête, parce que si le jour où on sera dominant, nous ferons cette union des droites, c'est-à-dire que nous tendrons les bras et au Rassemblement national et aux gens de LR qui voudront venir avec nous. Voilà, c'est toute la différence. Mais il faut choisir, c'est aux électeurs de prendre leurs responsabilités. Alors justement, cette campagne présidentielle va commencer et justement, selon des indiscrétions ou pas, je crois que c'est même sorti dans la presse, vous avez rencontré il y a quelques semaines Laurent Wauquiez afin d'évoquer avec lui une possible primaire des droites. Alors d'abord, vous nous confirmez que vous l'avez bien rencontré. Qu'est-ce qui vous a motivé à rencontrer Laurent Wauquiez? Parce que là, vous allez en surprendre plus d'un quand même. Mais pourquoi? Je connais Laurent Wauquiez depuis 15 ans. J'ai déjeuné avec lui, dîné avec lui. Il m'a accueilli quand il était président de... Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est plus l'homme fort des LR. Hein. Je sais, mais je vous dis, il m'a accueilli en 2018 devant tous les militants LR en disant « Vous êtes ici chez vous. Tu es ici chez toi. » Il me tutoyait. Pardon de ne pas m'en souvenir. Eh bien, voilà, c'est une erreur. Donc, quand il m'invite à venir prendre un verre, ben, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Ce n'est pas un ennemi. Je ne suis pas en guerre avec Laurent Wauquiez. Bon. Deuxièmement, j'ai longtemps pensé, je ne vous le cache pas, que dans le système de la Ve République, la primaire, c'était le premier tour. Qu'on n'était pas un système américain à un tour, qu'on était un système américain à 2 tours, et que donc le premier tour, c'était leur primaire, et que le second tour, c'était leur tour. Voilà. Mais il faut reconnaître que dans le paysage, et ça c'était dans la Ve République traditionnelle, mais là, aujourd'hui, on n'est plus dans la Ve République traditionnelle. Vous avez vu, le paysage est complètement éclaté. On n'est plus dans le bipartisme, droite-gauche, enfin, classique, etc. etc. Bon. Donc, je m'interroge et je ne suis pas aussi rigide, vous voyez. Bon. Par ailleurs, David Lisnard, le premier, rendons à César ce qui appartient à César. David Lisnard, le premier, propose une primaire qui va, dit-il, de Darmanin à Knafo, Éric Zemmour, et Wauquiez reprend la balle au bond et dit la même chose. Bon. Entre nous, petit clin d'œil, ce qui prouve bien que les exhortations et les malédictions sur l'extrême droite et le fascisme étaient de l'antifascisme de théâtre, comme d'habitude. Mais ça veut dire qu'il pourrait arriver à l'organiser, cette primaire, si tant est que... Attendez, n'allez pas trop vite. Donc évidemment que je ne suis pas ni d'extrême droite, ni fasciste, ni rien du tout. Je suis un homme de droite, classique. Souvenez-vous, en 2021, quand j'ai commencé la bataille électorale, je disais je suis l'héritier du RPR. Et d'ailleurs, je ne sais pas si... Franche dure quand même. Comment? RPR, Pasqua, enfin... Oui, RPR, Pasqua. Je vous rappelle, vous savez... Pas Juppé. Justement, c'est pour ça que je vais vous faire un rappel qui va vous amuser. En 1990, lors de la fameuse convention sur l'immigration de toute la droite, RPR, à l'époque on disait RPR et UDF, c'est-à-dire Chirac et Giscard, qui d'ailleurs proposait exactement ce que je propose aujourd'hui. Hein. Bon. En disant l'islam n'est pas compatible avec les valeurs républicaines. Bon. Il y avait Chirac, il y avait Giscard, il y avait Alain Juppé, il y avait François Bayrou, il y avait Alain Madelin, vous voyez, il y avait tout le monde. Bon. Le seul qui s'était opposé, c'était Bernard Stasi, un centriste qui est aujourd'hui décédé. Bon, le seul. Et Alain Juppé disait, on ne peut pas avoir 2 civilisations sur notre sol. C'est exactement ce que je dis. Bon, parenthèse fermée. Donc, je suis le RPR de cette époque-là, oui. Le RPR, tendance Pasqua, si vous voulez. C'est-à-dire le vrai gaullisme. L'héritier du gaullisme. Oui. Ah oui, d'accord, ok. J'ai toujours dit ça. Et en septembre 2021, j'avais proposé d'être candidat dans la primaire que LR organisait. Et ils ont refusé. Donc apparemment, certains ont changé d'avis. Donc je ne vais pas refuser ce que j'ai proposé il y a 4 ans. Bon. Donc, si j'ai dit à Wauquiez, c'est très simple, moi, si la primaire est ouverte. Ouverte, ça veut dire Ça veut dire tous les gens de droite
qui s'estiment de droite, c'est-à-dire qui votent pour LR, pour Reconquête ou même pour le RN. Je rappelle que 75% des électeurs du Rassemblement national se disent de droite. On parlera des dirigeants après. Et que, deuxièmement, ce n'est pas organisé par LR, histoire d'échapper aux chiens Douglas qui votent, ou des bourrages durs, enfin bon, vous avez compris, au-delà de la plaisanterie, bon, ça va, on a donné. Donc si c'est dans ces conditions loyales, je suis pour participer à cette primaire. Deuxièmement, Wauquiez dit, et ça va nous amener au Rassemblement national, je sais que vous allez me poser la question, Wauquiez dit pas le Rassemblement national. Moi, au départ, ça ne me gêne pas, je suis pour l'union des droites. Souvenez-vous que je fus pendant des décennies le seul journaliste qui critiquait le fameux cordon sanitaire de Jacques Chirac et qui disait que c'était un piège tendu par Mitterrand. J'étais le seul. Vous voyez, donc c'est bon, ça me donne une petite intériorité. Donc je n'ai pas changé d'avis. Je suis toujours pour un grand rassemblement et j'estime que les électeurs du Rassemblement national sont de façon majoritaire largement de droite. Maintenant, on a un double problème. Vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen. Justement, je suis d'accord. Mais Marine Le Pen, on va y venir. Donc, le Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella, Jean-Philippe Tanguy, disent « nous ne sommes pas de droite ». Nous sommes ni de gauche ni de droite. Effectivement, ils ne sont pas de droite, je confirme. Et deuxièmement, ils ne veulent pas participer à une primaire parce que c'est classique, qu'ils sont tellement hauts dans les sondages évidemment qu'ils refusent toute confrontation avant le premier tour. Je peux comprendre, tactiquement, je peux évidemment comprendre. Ce n'est pas le sujet. Maintenant, mon sujet, c'est donc de faire la primaire avec le reste. Très bien, allons-y. Maintenant, je vois bien qu'au sein de LR, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ressortent le grelot de l'antifascisme du théâtre, Bertrand, Copé et compagnie, qui, eux, veulent rester avec les macronistes. Mais qu'ils y aillent et qu'ils y restent. Vous voyez, je ne peux pas être plus généreux. Bon, ça réglera ceux qui voudront venir avec nous et faire un ensemble de droite, non RN. Je serais ravi d'être avec eux. Et ceux qui voudront rester avec les macroniens, les Bertrand, les Copé, les Pécresse et compagnie, qu'ils y restent. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous me dites, vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen. Marine Le Pen dit, j'ai bien écouté, elle dit, 1, elle ne croit pas à l'union de droite, 2, qu'elle n'est pas de droite, qu'elle ne se veut pas de droite, et 3, que ses électeurs, qu'elle a des électeurs à Hénin-Beaumont qui viennent de la gauche, qui ont voté communiste pendant des années. Elle a raison. Ces gens-là ont voté communiste pendant des années. Mais à partir du moment où ils votaient pour le Rassemblement national, ce qu'elle ne comprend pas ou ce qu'elle ne veut pas comprendre, c'est qu'ils ne sont plus de gauche. En tout cas, dans leur tête, ils ont fait le pas. Que ne fait pas Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, elle, et je le dis depuis 20 ans, est une femme de gauche. Comme Jean-Philippe Tanguy, qui sont des héritiers du chevènementisme. Ce sont des socialistes étatistes, patriotes, anti-immigration. Ce n'est pas incompatible tout ça. Dans les années 30, c'est la CGT qui empêchait l'immigration parce que ça faisait baisser les salaires. Donc, oui. Donc, ce qui vous différencie, c'est quoi? C'est l'économie? Ce qui nous différencie, là, vous passez à un autre sujet. Ce qui nous différencie, je vais vous le dire. Parce que vous c'est d'abord. Oui, vous avez raison. Nous avons un point commun, fondamental, qui est l'arrêt de l'immigration. Même si Mme Le Pen, pendant la présidentielle, disait que l'immigration est zéro n'était qu'un slogan. Moi, je pense que ce n'est pas un slogan et que même on doit arriver à l'immigration négative, c'est-à-dire la remigration. Encore un désaccord. Mais, puisqu'elle n'en veut pas et qu'elle dit que ce n'est pas républicain, on est d'accord au moins sur un point, arrêter l'immigration. Je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord pour le plaisir de ne pas être d'accord. Ça peut même faire un élément d'union. Vous voyez, bon. Maintenant, on a des désaccords nombreux. Sur l'économie, je l'ai dit, ils sont socialistes et étatistes. On l'a vu lors du débat budgétaire. Pour ça, c'était une clarification. C'est bien d'ailleurs parce qu'on ne vous entend pas beaucoup, enfin, ou plutôt vous allez dire qu'on ne vous interroge pas beaucoup là-dessus, mais finalement, voilà, le programme économique de Reconquête, c'est bien parfois de le préciser. Le programme économique de Reconquête baisse les impôts. Les députés du Rassemblement national augmentent les impôts. Ils ont voté 8 nouvelles taxes pour 40 milliards d'impôts. Il faut le dire. Ils ont voté avec LFI. Ils ont voté avec le Parti socialiste. Ils ont voté pour, par exemple, taxer les assurances-vie.
Pour envoyer à ce que disait Michel Onfray, si rien ne change, à quoi ressemblera l'Europe dans 15 ou 20 ans, d'après vous, Éric Zemmour ? L'Europe occidentale ressemblera à une grande Belgique, vous voyez, aujourd'hui, c'est-à-dire des pays complètement islamisés où la vie est déterminée de plus en plus par l'islam.